Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de notre formation à la SSR. Donc on arrive à la fin de cette formation aujourd'hui. Alors, aujourd'hui on va donc voir quelles sont les règles à respecter pour les cyclomoteurs, donc c'est-à-dire pour les véhicules deux roues de moins de 50 cm3, donc ça peut être un scooter ou une petite moto. Alors, il y a des règles très simples que je vais rappeler. Donc, premièrement, vous devez avoir le brevet de sécurité routière. Donc, si jamais vous décidez de passer le permis 50 cm3, vous obtiendrez donc à la fin ce diplôme, qui est un faux diplôme, un duplicata, mais c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ensuite, vous devrez, pour rouler en deux roues, avoir une assurance. Et ce certificat, vous le connaissez, il est pareil dans les voitures, il devra être collé sur le garde-boue de votre véhicule, sur la roue avant, et dans les voitures, on le met souvent devant à droite sous le pare-brise. Donc ça veut dire que votre véhicule est assuré en cas d'accident, c'est votre assurance qui va prendre en charge les frais. Ensuite, effectivement, votre véhicule doit avoir une plaque d'immatriculation, qui est une plaque où on peut avoir effectivement le numéro 47 derrière. Ensuite, très simplement, vous devez avoir un casque homologué. Alors, qu'est-ce que ça veut dire homologué? Ça veut dire qu'il doit respecter des règles de sécurité. Donc, dedans, vous avez une étiquette sur laquelle il peut y avoir marqué NF, ce qui veut dire que ce casque respecte les normes françaises. Donc, votre casque est réglementaire. Ou, effectivement, ce qu'on trouve le plus souvent, c'est la norme E2. Ça veut dire que ce sont les normes européennes. Et 2, en fait, c'est pour le numéro du pays. Le 2, c'est la France. Donc, ce casque, avec l'étiquette E2 qu'on a à l'intérieur, indique que vous avez un casque homologué, un casque qui est sécure pour vous, effectivement. Ensuite, il faut avoir 14 ans. On ne peut pas passer le permis de roue, si je puis dire, à 12 ans. Il faut avoir quand même être un petit peu quand même un minimum âgé, avoir au moins 14 ans, donc c'est plutôt à la fin de la 3e. Parfois certains 4e en fait passent d'ailleurs la SSR niveau 2 plus tôt parce qu'ils veulent passer leur BSR et qu'ils ont déjà 14 ans en 4e, mais la plupart du temps c'est en 3e. Ensuite, c'est logique, il ne faut pas avoir plus de 0,5 g d'alcool par litre de sang. Donc effectivement ça correspond à un verre. Jusque-là, tout va bien, et 2 verres, effectivement, le petit personnage boude, donc rien ne va plus. C'est pareil aussi pour les automobilistes, bref, pour tous ceux qui conduisent sur la route un véhicule motorisé, on ne doit pas dépasser 0,5 g, excusez-moi, de litre d'alcool, enfin 0,5 g d'alcool par litre de sang, je vais y arriver, ou 0,25 g par litre d'air exprimé, en fait. Voilà, bon, le mieux quand même en deux roues, vu que l'alcool interfère sur l'équilibre, le mieux c'est de ne pas boire du tout, que ce soit en voiture ou effectivement en moto. Ensuite, effectivement, il faut le rappeler, même si par exemple vous arrivez dans une ville et que c'est limité à 50 km/h. En fait, un scooter, quel que soit l'endroit où il roule, quand vous avez le BSR, c'est pas 50 km/h, c'est 45 km/h. Les scooters, les motos de 50 cm3 sont bridés à 45 km/h parce qu'on estime que vous êtes trop jeune pour rouler au-delà. Donc ça c'est une question qui tombe souvent à la SSR, on vous demande, le scooter arrive en ville, il vous montre un panneau de 50 km/h justement et il vous dit j'ai le droit de rouler à 45 km/h, 50 km/h ou plus. Et évidemment beaucoup d'élèves cochent la case 50 km/h parce que c'est marqué 50 km/h sur le panneau à l'entrée de la ville, or il s'agit d'un scooter, donc vous devez rouler à 45 km/h. Alors, je sais que malheureusement, le problème, c'est que je le vois d'ailleurs à l'école, beaucoup d'élèves en 3e ont débridé leur scooter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire débrider? C'est-à-dire que vous allez faire une petite astuce mécanique qui permet en fait vous allez doper en fait d'une certaine façon votre deux roues pour qu'il puisse rouler à plus de 45 km/h, ça peut être à 80, 90 km/h. Et là, vous faites une grosse bêtise. Vous vous mettez réellement en danger, comme le montre l'affiche. Pourquoi? Parce que les scooters, quand ils sont conçus, et les motos, quand elles sont conçues au départ, elles sont faites pour rouler à 45 km/h. Ce qui signifie que le cadre de votre scooter ou de votre moto, que son système de freinage, que les amortisseurs
de votre scooter, ils sont adaptés à cette vitesse-là. Et que si vous roulez à 90 km/h et que d'un coup, parce qu'il y a un chien qui traverse ou quelqu'un qui traverse que vous n'avez pas vu, et vous devez piler effectivement avec votre scooter et que vous tombez, le scooter n'est pas adapté en fait à pouvoir freiner dans de telles conditions. Il est entraîné à freiner à 45 km/h mais pas à 90. Donc votre cadre va se déformer, votre système de freinage sera insuffisant, vos amortisseurs ne sont pas préparés pour. C'est pas comme une moto effectivement qu'on appelle gros cube, hein, et je me permets de vous le dire parce que j'ai le permis moto. Effectivement, ça n'a rien à voir. Hein. La première fois que je suis montée sur un scooter après avoir passé le permis moto, j'ai failli tomber 350 fois et j'étais surprise effectivement du système de freinage qui est beaucoup moins efficace que sur une moto où on peut rouler effectivement beaucoup plus vite. Chaque véhicule est adapté, donc si vous débridez votre moto, vous vous mettez en danger parce que dans une situation où vous allez rouler très vite et que vous allez devoir freiner en urgence, votre moto ne sera pas adaptée à cela. Il y a un risque qui est plus important et que je le rappelle aussi pour les troisièmes qui regarderont peut-être la vidéo, c'est que effectivement, si vous avez un accident, il va y avoir un expert qui va venir avec votre assurance pour contrôler votre véhicule. Et s'il s'aperçoit que votre véhicule a été bidouillé, qu'il a été trafiqué pour rouler plus vite, et que vous avez par exemple, en faisant votre moto à glisser, vous, heureusement, vous êtes vivant et pas blessé, mais qu'il a détruit par exemple la vitrine d'un magasin, en théorie, c'est l'assurance qui aurait remboursé la vitrine du magasin. Si par contre l'expert de votre assurance s'aperçoit que vous avez débridé votre moto, eh bien vous avez modifié en fait le contrat d'assurance puisque vous n'avez pas respecté les clauses légales et donc l'assurance ne remboursera pas la vitrine qui a été cassée. Donc vous vous mettez en danger vous-même et vous vous mettez aussi en danger par rapport au fait que vous ne serez pas remboursé. Si c'est plus grave que ça, que si vous blessez quelqu'un avec la moto, et les frais de santé peuvent être extrêmement importants, c'est vous et votre famille qui devrez rembourser ces frais. Donc il faut vraiment que vous preniez conscience que c'est un danger à tout point de vue de débrider sa moto. Il faut mieux attendre effectivement d'avoir 18 ans et puis de se dire voilà, j'ai encore quelques années à attendre et puis je pourrais passer un autre permis qui me permettra de rouler un peu plus vite avec une autre moto un petit peu plus puissante. Autre chose à se rappeler, c'est que, et que vous devez comprendre, c'est pour ça qu'on vous limite aussi à 14 ans 45 km/h, c'est que plus on roule vite, plus votre champ de vision va se réduire. Ça, c'est le cas pour tout le monde. Hein. C'est une réalité. Hein. Donc, quand vous roulez à 40 ou 45 km/h, vous avez une vision très large, en fait, de la route. Donc, s'il y a un chien qui se met à traverser, vous allez le voir assez rapidement, un vélo qui arrive, etc. À partir du moment où on roule à 70 km/h, votre champ de vision se rétrécit. Vous ne voyez plus que 75 degrés de la route, hein, quand vous regardez devant, on est bien d'accord. Donc évidemment, vous voyez bien qu'il y a des choses, déjà le chien qui arrive à proximité de vous, là, vous ne le voyez plus. Donc il y a de grandes chances que vous rentriez dans le chien, effectivement. Quand on roule à 100 km/h, c'est encore pire. Là, on passe à un champ de vision de 45 degrés, donc là, on ne voit plus le cycliste, on ne voit plus du tout le chien, et on voit à peine le piéton qui arrive, hein, on va dire, dans une distance d'une vingtaine de mètres, on voit à peine la voiture. Et quand on a un champ de vision et qu'on roule par exemple sur autoroute à 130 km/h, votre champ de vision il est extrêmement rétréci. On ne voit plus que 30 degrés de la route. Tout ce qui est autour, en fait, on n'a pas le temps de l'enregistrer. Vos yeux, à la vitesse où vous roulez, n'ont pas le temps de l'enregistrer. Et donc, ça va être plus difficile, effectivement, d'anticiper un piéton, un cycliste, un véhicule qui va arriver ou qui n'a pas le bon comportement. Donc ça, c'est la première chose. Voilà pourquoi on vous limite à 45 km/h et que quand vous passerez le permis de conduire ou le BSR, il faudra être extrêmement vigilant aussi à cela. Autre chose qui réduit aussi considérablement le champ de vision, c'est bien pour ça qu'on limite pour tous les véhicules motorisés à 0,5 g d'alcool par litre de sang. Effectivement, si on regarde ce que donne l'alcool, alors l'alcool c'est exactement pareil en fait. Sans alcool, je vous ai montré une petite vignette, on voit qu'on a un champ de vision qui est tout à fait correct de 170 degrés, donc on voit l'enfant avec son ballon, on voit la voiture qui est là, on peut être vigilant si elle décide de démarrer, on voit tout ce qui se passe. Dès lors que, effectivement, on commence à boire, plus de 2 verres, le problème, qu'est-ce qui se passe? C'est que votre champ de vision revient exactement en fait à 30 degrés, c'est-à-dire, si je reviens en arrière, vous êtes exactement dans la même situation que si vous rouliez à 130 km/h.
Alors en plus, hein, si vous roulez à 130 km/h et que vous avez bu de l'alcool, c'est évidemment une catastrophe. Alors, vous devez penser à une chose aussi, c'est que non seulement le champ de vision se rétrécit, mais sous l'effet de l'alcool, en fait, votre vision, elle est modifiée et elle devient plus floue. Donc ça, c'est un test qui avait été fait en fait par des chercheurs, pour essayer par des scientifiques, hein, c'est essayer de rendre compte en fait de la vision qu'on avait au fur et à mesure d'un certain taux d'alcool. Donc on va dire que là, on est proche des 1 gramme dans le sang, et là, on est au-delà. Donc c'est une véritable catastrophe. Si on combine les deux, entre le rétrécissement du champ de vision plus le fait que vous voyez flou, bref, c'est clair, le mieux quand on roule, c'est de ne pas boire une seule goutte d'alcool. Alors, conséquence aussi, c'est que plus on roule vite, il faut que vous vous rendiez compte que si on roule vite, et en plus qu'on boit de l'alcool, dans tous les cas, en fait, votre distance de freinage va être allongée. Alors la distance de freinage, qu'est-ce que c'est? En tout cas, la distance d'arrêt. Pour arriver, par exemple, admettons, eh bien, il y a le chien, voilà, qui traverse d'un coup la route. Il va y avoir le temps de réaction, c'est-à-dire, tiens, votre cerveau va réfléchir et va se dire, tiens, j'ai vu le chien, il faut que j'appuie sur la pédale de frein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la distance que vous allez parcourir, le temps que vous allez réagir. Et ensuite, au moment où vous appuyez sur la pédale, il y a encore, le véhicule ne s'arrête pas tout de suite, et il lui faut un certain temps aussi pour pouvoir s'arrêter totalement. Donc si on accumule, en fait, pour pouvoir s'arrêter, eh bien, il y a une distance, il faut ajouter à la fois le temps de réaction et la distance qu'on parcourt pendant ce temps de réaction, on appuie sur la pédale de frein. Et ensuite, eh bien, il y a la distance de freinage qu'on parcourt, le temps qu'effectivement le véhicule s'arrête totalement. Tout ça, en fait, ça constitue ce qu'on appelle la distance d'arrêt. Alors, si on regarde, et ce schéma, c'est dans les meilleures conditions, c'est-à-dire que vous n'avez pas bu, le véhicule est en très très bon état, vous êtes en pleine forme, et aujourd'hui, vous décidez de piler. Si vous roulez à 50 km/h, déjà, effectivement, il vous faudra vous allez parcourir 14 mètres le temps de réagir. Enfin, le temps que vous appuyez sur la pédale de frein, il s'est déjà écoulé 14 mètres. Et quand vous appuyez sur la pédale de frein et que le véhicule va commencer donc à s'arrêter, vous allez encore parcourir 12 mètres. Au total, entre le moment où vous allez voir le chien et le moment où le véhicule va totalement s'arrêter, vous avez déjà parcouru en fait 26 mètres. Et ça, c'est uniquement en roulant à 50 km/h. Plus on va rouler vite, vous le voyez, plus la distance va s'allonger. Et donc, on voit bien que par exemple, quand on roule, presque proche à approximativement, enfin, on va dire, on roule presque à 130 sur l'autoroute, pour vous arrêter, entre le moment où vous allez voir l'incident et le moment où votre véhicule va s'arrêter, vous allez quasiment traverser, enfin vous allez même traverser au-delà de la longueur d'un terrain de football. Donc je trouve ça intéressant de vous montrer ça parce que on s'en rend davantage compte, hein, c'est une distance qui est énorme. Et encore, ce schéma vous montre comment ça fonctionne dans les meilleures conditions qui soient. Si ce jour-là, on peut penser à d'autres choses, vous en avez déjà parlé. Admettons, la route est mouillée, la distance de freinage va être beaucoup plus longue. S'il a gelé, si vos pneus par exemple sont usés et que vous ne les avez pas encore changés, qu'il faudrait le faire, votre distance de freinage va aussi s'allonger. Donc il y a un tas de phénomènes qui peuvent aggraver la distance de freinage. De même, ce jour-là, vous êtes plus fatigué, vous êtes moins attentif, vous avez réagi moins rapidement que d'habitude. Cette distance de temps de réaction va s'allonger. Et tout ça combiné fait que, voilà, quand je vous dis à 50 km/h, il faut 26 mètres pour s'arrêter, c'est vraiment dans les meilleures conditions sur un véhicule en parfait état et vous êtes en pleine forme aujourd'hui. D'accord? Alors, côté leçon, donc on va pouvoir noter certaines informations. Donc je vous conseille encore une fois de faire pause sur cette page. Donc petit D, on est toujours donc page de droite. Pour ceux qui ont des adaptations, je vous ai mis la leçon en fiche jointe pour que vous puissiez l'imprimer. Pour les autres aussi, hein, si vous avez besoin évidemment. Donc on le lit. Alors les cyclomoteurs, donc c'est les scooters et les motos, on a dit de moins de 50 cm3. Donc les cyclomoteurs, ils doivent ne pas dépasser la vitesse de 45 km/h. Ils ne peuvent pas circuler sur les rocades et sur les autoroutes. Effectivement, parce qu'un scooter qui roule à 45 km/h, vous doutez bien que ça serait un danger pour les autres véhicules, puisque les vitesses de rapprochement entre les véhicules seraient extrêmement rapides, et donc ça deviendrait dangereux. Ce qui est obligatoire, on l'a dit, c'est d'avoir son brevet de sécurité routière. Donc c'est comme le permis de conduire pour les scooters et motos de 50 cm3. Vous devez avoir une assurance avec le certificat qui est collé sur le garde-boue.
on doit avoir une plaque d'immatriculation et on doit avoir un casque homologué attaché et à la bonne taille. Hein, sinon, on risque une amende de 135 €. Et si jamais on a un passager avec soi dans son scooter, il doit disposer d'un siège et de repose-pied et avoir moins de 14 ans. D'accord? On ne peut pas transporter effectivement, par exemple, un adulte derrière un scooter. Alors je reviens aussi d'ailleurs sur le casque, j'y pense, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais j'insiste par exemple si vous décidez un jour de prêter un casque à quelqu'un. Alors le problème c'est que c'est pas possible, parce que votre casque, alors évidemment vous pouvez le faire, hein, mais si vous prêtez votre casque à quelqu'un d'autre, le problème c'est qu'il sera peut-être pas à la bonne taille, c'est que votre casque c'est fait à votre tête, hein, les mousses se sont auto-formées en fait à la taille de votre boîte crânienne, et donc effectivement si vous ne mettez pas, vous prêtez votre casque, la personne si elle tombe avec votre casque, il va peut-être pas du tout la protéger, donc c'est pour ça qu'il faut avoir son propre casque. De la même manière, si un jour vous tombez avec votre scooter et que vous tombez par terre et votre casque touche par terre, au moindre choc, en fait, il faut changer son casque. Parce que les mousses, en fait, ça ne va pas se voir à l'œil nu, mais elles vont être endommagées, elles ne vont plus avoir leur qualité, en fait, d'absorption du choc. Donc vous avez l'impression que votre casque est en bon état, qu'il est un peu rayé à l'extérieur. Le problème, c'est que les mousses à l'intérieur ont encaissé le choc, et la prochaine fois que vous tomberez, elles n'encaisseront pas le choc non plus. Donc je me permets de rajouter ces petites informations, parce qu'elles sont importantes. Alors, je vous laisse donc noter, et puis on continue, parce que là, par contre, on a pas mal de choses à écrire. Alors, deuxième chose qu'on écrit à la suite de ce qu'on vient d'écrire. Donc, pour circuler, le taux maximum d'alcool toléré dans le sang est de 0,5 g par litre. Alors, le corps humain, il élimine en moyenne 0,15 g d'alcool par heure, par litre de sang en 1 heure. Donc, autrement dit, quand on a bu 2 ou 3 verres, il faut énormément de temps pour faire baisser le taux d'alcool que vous avez dans le sang. Donc il vaut mieux pas prendre le véhicule tout de suite. La consommation d'alcool, elle allonge le temps de réaction, on l'a vu, elle va réduire le champ de vision, ça on l'a vu à la fois avec la vitesse et avec les effets de l'alcool, et elle accroît donc la distance d'arrêt du véhicule. Alors, je vous ai remis la définition de ce qu'on appelle la distance d'arrêt. C'est à la fois la distance qu'on parcourt pendant le temps de réaction, hein, le temps que j'appuie sur la pédale de frein, plus le temps de freinage, hein, la distance que je parcours pour que mon véhicule s'arrête. Alors, en cas d'accident, il faut remplir un constat à l'amiable. Hein, ça, bon, vous avez peut-être vu dans le véhicule de vos parents, c'est une petite feuille où effectivement les véhicules sont dessinés et on dessine en fait ce qui s'est passé à l'accident et on met ses coordonnées qu'on va envoyer ensuite chacun va envoyer en fait le constat et la copie du constat en fait à l'assurance pour qu'elle puisse faire son travail et effectivement décider de vous rembourser à 50% par exemple si vous êtes à moitié responsable ou à 100% si vous n'êtes pas responsable. La responsabilité civile, elle oblige à réparer financièrement les conséquences des dommages que l'on a causés à quelqu'un. Ça, on en avait déjà parlé, hein, de la responsabilité civile. Ça, c'est votre assurance. Hein, vous avez une assurance civile qui va réparer, hein, qui va prendre en charge plus ou moins en fonction de votre contrat et de votre responsabilité les dommages que vous avez causés. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que vous pouvez aussi être responsable pénalement. Parce que si vous êtes responsable finalement, que c'est vous qui avez commis une erreur, vous pouvez très bien avoir une peine qui est prévue par la loi, et à partir de 13 ans, vous pouvez très bien aller, entre guillemets, en prison. Une prison pour jeunes. Donc il faut que vous preniez conscience que rouler en 2 roues, c'est une responsabilité importante. Alors, je vais rajouter aussi ce petit passage parce qu'en fait, bon, il n'y a pas grand-chose à dire et on en a déjà parlé, ça fait aussi partie de la leçon, c'est simplement pour les passagers en voiture, je vous l'avais déjà dit, le port de la ceinture est obligatoire à l'arrière et à l'avant. À l'arrière, à l'avant comme à l'arrière, d'ailleurs j'ai fait une bêtise, donc je vais corriger tout de suite en direct, ça sera plus simple. Donc le port de la ceinture est obligatoire à l'arrière et, voilà, je vais enlever ça, comme... Alors, voilà, je corrige, j'aurais pas dû faire ça, mais au moins ce sera plus clair pour après. Le port de la ceinture donc, est obligatoire à l'avant comme à l'arrière, sous peine d'avoir 135 € d'amende. On est reparti, je relance donc le diaporama. Alors encore une fois, je vous laisse faire pause pour pouvoir noter toutes ces informations. Je sais qu'il y en a beaucoup aujourd'hui à noter, mais à la fin, je vous ai prévu une petite surprise pour vous entraîner. Alors, que faire en cas d'accident ? Ça, c'est important, effectivement, parce que vous pouvez être confronté
Et ça fait partie aussi de la formation ACSR, c'est de savoir quels sont les premiers gestes que vous devez faire. Comment bien se comporter si un jour en vous baladant, vous tombez malheureusement sur une scène d'accident. Alors j'ai pris le cas par exemple d'un cyclomoteur, hein. Alors là on ne sait pas qui est responsable, hein, c'est pas le but dans l'image, mais de comprendre effectivement qu'est-ce que vous allez faire. Vous arrivez sur place, il y a par exemple un blessé par terre, hein, qui roulait en scooter, le blessé aussi qui est dans la voiture. Qu'est-ce qu'on fait dans l'immédiat? Alors il y a 3 choses à faire, 3 choses absolument à retenir. La première chose auquel vous devez penser, c'est de protéger. Protéger quoi? C'est-à-dire éviter l'aggravation de l'accident. Donc il faut à la fois protéger les blessés et protéger les lieux pour que la situation ne s'aggrave pas davantage. Pour, par exemple, qu'il n'y ait pas de sur-accident. C'est un premier accident et puis on n'a pas protégé le lieu, on n'a pas prévenu de l'accident assez rapidement. Et malheureusement, il y a d'autres voitures qui arrivent derrière et il y a un deuxième accident qui s'enchaîne sur le premier. On parle de sur-accident. Donc première règle, il faut absolument protéger les lieux et protéger les blessés. Deuxième règle, tout de suite, aussi rapidement que possible, il faut alerter. Ça veut dire que par exemple, vous allez appeler le 15, le SAMU ou le 17, les pompiers. De toute façon, c'est le cas par exemple en 47, que vous appeliez le 15 ou le 17, les deux numéros en fait aboutissent à la même plateforme d'appel. Vous allez avoir une personne en fait qui va vous demander un certain nombre d'informations que vous allez lui donner. Donc c'est exactement le même endroit, ça n'a aucune importance, c'est pas grave du tout. Le but c'est d'appeler au moins le plus rapidement l'un de ces deux numéros. La troisième chose, une fois qu'on a protégé et alerté, c'est de secourir. C'est-à-dire que on va essayer d'assister le blessé pour ne pas aggraver davantage la situation et permettre en fait de faire les premiers gestes qui vont lui permettre, les premiers gestes qui sont nécessaires en fait en attendant que les secours arrivent. C'est essayer de maintenir le blessé dans le meilleur état possible pour que les choses ne s'aggravent pas. Alors, je vais vous proposer une petite situation et je vais vous demander ensuite, pour chaque étape, protéger, alerter, secourir, qu'est-ce que vous auriez fait précisément? J'aimerais que vous m'écriviez précisément en fait ce que vous auriez fait, qu'est-ce que ça veut dire réellement protéger dans la situation qu'on va voir, qu'est-ce que vous auriez fait pour alerter et qu'est-ce que vous auriez fait pour secourir le blessé dans cette situation. Donc on va regarder la petite vidéo ensemble et après je vais vous laisser le temps de réfléchir à ces 3 étapes. Alors, je lance la vidéo. Alors, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est que vous voyez que c'est une situation absolument classique. Le scooter a bien ralenti, comme indiqué, à 30 km/h sur la zone, effectivement, où il arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a un dos d'âne. Il voit ses copains, il leur fait un petit coucou, effectivement, de la main, donc du coup, il regarde à droite. Et malheureusement, du coup, le piéton qui, lui, traverse bien sur le passage piéton, il ne va pas voir donc que le piéton traverse, c'est-à-dire qu'il s'aperçoit trop tard que le piéton est en train de traverser, et le piéton de la même manière, lui qui écoute de la musique, ne se rend pas compte que le scooter ne l'a pas vu non plus. Donc on est dans une situation qui pourrait très bien arriver, malheureusement. Alors, je vous laisse réfléchir, et après on va corriger sur qu'est-ce qu'on aurait pu faire concrètement pour protéger, qu'est-ce qu'on aurait pu faire concrètement pour alerter, et qu'est-ce qu'on aurait pu faire concrètement pour secourir. Donc je vous laisse faire pause sur la vidéo et essayer de noter, page de gauche, qu'est-ce que vous auriez fait concrètement dans cette situation si vous aviez été à la place
des 3 jeunes, effectivement. Alors, on imagine que vous avez fait l'exercice et donc on peut regarder plus en détail ce qu'on aurait pu faire. Alors, protéger, déjà on l'a dit tout à l'heure, il faut protéger la victime. Donc ça peut être la couvrir pour être sûr qu'elle n'a pas froid, hein, effectivement, parce que quand on est victime d'un accident, le corps se refroidit très très vite et donc il faut plutôt la réchauffer. C'est protéger la victime, mais on l'a dit, c'est aussi protéger les lieux. Donc par exemple, si le véhicule roule toujours, hein, c'est ce qu'on voit, il faut couper tout de suite le moteur, et puis on va arrêter les véhicules dans les deux sens, pour qu'il n'y ait pas de suraccident. Donc ça peut être par exemple appeler des gens aussi à votre aide, pour prévenir, effectivement, d'un côté il y a une personne qui va demander de ralentir et qui va prévenir qu'il y a un accident, et exactement dans l'autre sens aussi. Si on est en voiture, on va pouvoir sortir et mettre des triangles, à 100 mètres d'un côté et 100 mètres de l'autre côté. Comme ça, on prévient rapidement les gens dans les deux sens qu'il y a un accident. Sans me mettre en danger, ça c'est très important, parce que vous devez toujours penser à vous protéger aussi, c'est-à-dire protéger la victime, protéger les lieux, mais aussi vous protéger vous-même. Parce que si, effectivement, vous êtes victime d'un accident à votre tour, il n'y aura personne pour évidemment venir en secours à celui qui est blessé. Donc il faut absolument que vous ne vous mettiez pas vous-même en danger. Donc, il faut vous assurer d'être vu, qu'on vous voit. Donc, si vous avez une veste ou un gilet coloré ou quelque chose, il faut le mettre tout de suite. Et il faut passer derrière les glissières de sécurité. Donc, 3 choses. Se protéger, c'est protéger la victime. C'est protéger les lieux pour qu'il n'y ait pas de suraccident. Et c'est vous protéger aussi. Vous assurer que vous êtes bien vu. Deuxième étape, on l'a dit, il faut alerter le plus rapidement possible. Donc j'appelle le secours, donc ça peut être avec mon téléphone portable, ça peut être depuis une borne, ça peut être depuis la première maison, vous n'avez pas votre téléphone, vous allez toquer à la première maison pour dire il y a eu un accident, il faut absolument appeler le 18 ou le 15. Le 17, c'est la police, il vaut mieux appeler le 18 et le 15 tout de suite, et le 112, c'est le numéro international, d'accord? Si on est dans un autre pays. Ensuite, quand vous allez avoir au téléphone les secours, il va falloir vous présenter. Vous allez dire par exemple, bonjour, je m'appelle Madame Venant, je suis professeur au collège d'Amir Asperti, mon numéro de téléphone c'est celui-là, et je viens d'assister à un accident. Voilà. Alors ils vont vous poser un certain nombre de questions, où ça s'est passé précisément pour que les secours arrive le plus rapidement possible. Donc il faut donner le nom de la rue, il faut donner un numéro, il faut peut-être donner une indication, c'est en face de la pizzeria machin chouette, etc. Plus vous serez précis, plus les secours effectivement pourront arriver rapidement parce qu'ils auront bien identifié où a lieu l'accident. Ils vont peut-être vous demander un certain nombre de choses. Est-ce qu'il y a combien de personnes? Est-ce qu'il y a des blessés? Est-ce que les blessés sont conscients? Est-ce qu'il y a une hémorragie? Est-ce qu'il y a 1, 2, 3 blessés? Est-ce que ce sont des jeunes? Est-ce que voilà, ils vont vous poser un certain nombre de questions auxquelles vous allez répondre. Et surtout, ce qui est important, c'est que vous ne devez pas raccrocher avant qu'on vous le dise. Ce sont les secours qui vont vous dire « j'ai assez d'informations, nous avons bien identifié le lieu où s'est produit l'accident, nous arrivons, donc vous pouvez à présent raccrocher ». Mais tant qu'ils ne vous le disent pas, vous ne devez pas raccrocher. Admettons qu'effectivement, même vous avez du mal, vous êtes en train d'aider le blessé, vous êtes en train de faire plein de choses et vous n'avez pas les mains libres, vous pouvez très bien aussi, je l'indique, mettre votre téléphone en haut-parleur et parler en haut-parleur pour pouvoir effectivement avoir vos 2 mains libres si vous devez aider le blessé. D'accord? Donc, protéger, alerter. 3e étape, secourir. Alors c'est important, donc admettons que vous avez raccroché du téléphone avec les secours qui sont en train d'arriver. Il faut parler avec la victime, vérifier son état, regarder si effectivement il y a une hémorragie ou pas, est-ce qu'elle est consciente ou pas. Si elle est consciente, on lui parle. On lui dit surtout de ne pas bouger, parce que ça pourrait aggraver les choses. S'il y a une vertèbre de cassée, voilà, on la rassure en disant que ça se passe bien, que les secours vont arriver d'une minute à l'autre. On essaye effectivement de lui parler d'autre chose pour être sûr, que lui faire penser à autre chose. On peut aussi vérifier si elle est bien consciente, par exemple, lui dire elle s'appelle comment, quel âge elle a, est-ce qu'elle a des frères et des sœurs. Si vous apercevez que la personne répond de manière incohérente, vous pouvez aussi préciser aux secours quand vous les avez au téléphone ou leur dire dès qu'ils arrivent. Vous restez évidemment proche du blessé, à côté de la victime. Vous vérifiez encore une fois qu'elle n'a pas froid. Est-ce que s'il faut la couvrir tout de suite, est-ce qu'il faut la déplacer ou pas? Alors on a dit il ne faut pas la déplacer, on est bien d'accord. Mais j'aurais pu vous expliquer, il y a des cas particuliers où on n'a pas le choix. C'est-à-dire que la victime est en danger, elle est au milieu de la route.
ou alors elle est sur une flaque d'eau ou une zone qui est dangereuse, et là on n'a pas le choix, effectivement, ça peut être, c'est un cas particulier de devoir déplacer la victime, mais la plupart du temps, on est clair, on la déplace pas, on la bouge pas. On vérifie effectivement qu'elle n'a pas froid, qu'elle est bien. Et vous verrez effectivement, la prochaine fois, justement on en reparlera, vous allez apprendre, enfin logiquement on aurait dû le mettre en place cette année, hein, c'est-à-dire la formation, les gestes qui sauvent, hein, vous allez apprendre sur les premiers gestes qui sauvent, donc notamment qu'est-ce qu'on peut faire dans le cas d'une hémorragie, etc. Et en troisième, vous passerez une autre formation qu'on appelle les premiers secours et services civiques, le PSC1. Donc si je récapitule bien, il faut bien respecter ces trois étapes. Hein. D'abord, protéger la victime, les lieux, et vous protégez vous-même. Ensuite, on appelle rapidement les secours, on les alerte, on est précis, on dit exactement combien il y a de personnes, qui sait, quelle est la situation, conscient, pas conscient, où on est précisément. Et ensuite, troisième étape, on essaye d'être auprès de la victime, de la secourir, de faire effectivement les bons gestes pour la maintenir en vie le plus longtemps possible avant que les secours arrivent, en tout cas dans de bonnes conditions. Alors, côté leçon, donc on met petit e, en cas d'accident. Donc il est obligatoire de porter assistance à une personne en danger sous peine d'être puni par la loi. Vous le savez, c'est ce qu'on appelle non-assistance à personne en danger. Du genre, je vois un accident, ouais, j'ai pas le temps, j'ai rendez-vous avec mes potes, bon, il y a bien quelqu'un d'autre qui s'en occupera. Non, c'est pas possible. Effectivement, voilà, c'est votre devoir, le devoir de tout citoyen de porter assistance à quelqu'un qui est en danger. Alors, il faut, on le redit, protéger la victime et empêcher le suraccident. 2. Alerter les secours, le 18 ou le 15, préciser l'endroit, le nombre de victimes, leur état apparent, est-ce qu'il est conscient ou pas, blessé, etc. Troisième étape, secourir, ne pas déplacer le blessé, ne pas lui retirer son casque. Ça c'est important parce que, par exemple, s'il fait une hémorragie, en fait, son casque maintient sa boîte crânienne, et donc ça pourrait créer une décompression. Donc ça, c'est pas à vous de retirer le casque. Vous pouvez ouvrir la visière pour lui permettre de mieux respirer, etc., pour le rassurer, mais il ne faut surtout pas enlever le casque, c'est pas à vous de le décider. Lui parler s'il est conscient pour le rassurer, ça on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Donc, je vous conseille encore une fois de faire pause pour avoir le temps de noter. Et puis, on va pouvoir passer enfin à un premier entraînement. Donc là, ce que je vous propose, c'est une vraie vidéo, en fait, qui avait été passée donc, à mes 5e en 2012, j'en ai d'autres, j'ai choisi celle-là. Je vous ai mis donc en pièce jointe la grille officielle qu'ils avaient eue en 2012 dans laquelle ils devaient cocher les réponses. Donc, assurez-vous, avant de regarder la vidéo, d'avoir votre grille que j'ai mis. Et préparez-vous donc à cocher, donc, quand c'est une seule bonne réponse, une seule case. Et quand c'est plusieurs bonnes réponses, ça peut être une, deux ou trois cases. D'accord? Donc on va regarder la vidéo ensemble. Et demain, je vous donnerai en fait les résultats et vous pourrez savoir si vous auriez eu ou pas votre ASSR. Allez, on est parti. La vidéo doit être visionnée dans son intégralité. Faites une croix dans la case correspondant à chaque bonne réponse. Les indications de réponse unique ou multiple apparaissent à l'écran. L'épreuve va débuter. Dans cette situation, je ne suis pas en danger car je suis sur le passage piéton. Réponse A. Je fais demi-tour. Réponse B. Je continue à avancer. Réponse C. Une seule réponse est attendue. Donc vous voyez, vous avez le temps à chaque fois de répondre. Et ce qui est important, c'est que vous avez à chaque fois aussi le thème de la question, ce qui vous donne des indications.
Dans cette situation, la voiture est en infraction. Réponse A. La voiture m'empêche de continuer. Réponse B. Je suis obligé de traverser la chaussée au niveau du passage pour piétons. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. Et vous voyez aussi que c'est ici qu'on vous indique s'il y a une seule réponse possible ou plusieurs. Pour rentrer chez moi à roller, en sécurité. Je circule sur le trottoir. Réponse A. Je circule sur la chaussée. Réponse B. Je garde mes équipements de sécurité. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. Dans cette situation, je peux traverser sans risque. Réponse A. J'attends que la voiture jaune s'arrête. Réponse B. Je traverse, car la voiture jaune va obligatoirement s'arrêter. Réponse C. Une seule réponse est attendue. Dans cette situation, j'attends pour traverser. Réponse A. Je traverse immédiatement en marchant. Réponse B. Je traverse immédiatement en courant. Réponse C. Une seule réponse est attendue. Dans cette situation, les cyclistes ont le droit de rouler à 3 de front, réponse A. De rouler à 2 de front, réponse B. Ils doivent rouler sur une file, réponse C. Une seule réponse est attendue.
Sur cette route, le rétrécissement de la voie supprime la bande cyclable. Je vérifie que je peux rejoindre la chaussée sans danger. Réponse A. Je roule prudemment sur la chaussée en évitant les zones boueuses. Réponse B. Je dois obligatoirement reprendre la bande cyclable après le pont. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. Dans cette situation, je ralentis avant l'intersection. Réponse A. Je laisse passer la voiture. Réponse B. Je passe avant la voiture. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. Pour ma sécurité, avant de partir, je vérifie. L'état de pression des pneus. Réponse A. Le fonctionnement des freins. Réponse B. Le fonctionnement de la sonnette. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. Dans cette situation, je dépasse le bus sans ralentir. Réponse A. Je m'arrête et j'attends le départ du bus. Réponse B. Le bus peut cacher des piétons qui traversent. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. Dans cette situation, je mets les piétons en danger. Réponse A. J'ai le droit de stationner. Réponse B. Je risque une amende. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues.
Ce panneau oblige les cyclistes à emprunter cette voie. Réponse A. Sur mon cyclo, j'emprunte cette piste cyclable. Réponse B. Sur mon cyclo, je reste sur la route. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. Dans cette situation, je pars avec mon cyclo dans cet état. Réponse A. Je regonfle le pneu. Réponse B. Je vérifie les équipements de sécurité du cyclo. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. Je risque une amende si je ne possède pas le BSR, réponse A. Je n'ai pas mis le certificat d'assurance sur mon cyclomoteur, réponse B. J'ai modifié le pot d'échappement, réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. Dans cette situation, je ralentis. Réponse A. Je conserve la même allure. Réponse B. J'accélère. Réponse C. Une seule réponse est attendue. Pour tourner à gauche, je suis bien placé. Réponse A. Je m'engage immédiatement. Réponse B. Je dois m'arrêter. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues.
premier panneau indique de ralentir. Réponse A. À l'intersection, je dois laisser passer les véhicules venant de droite uniquement. Réponse B. À l'intersection, je dois laisser passer les véhicules venant de droite et de gauche. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. Dans cette situation, j'appelle les secours. Réponse A. Je déplace le blessé. Réponse B. Je lui parle. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. Qui se met en danger dans cette situation? Le garçon? Réponse A. La fille? Réponse B. La mère? Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. Je conseille au conducteur de boire et manger en conduisant. Réponse A. De faire une pause toutes les 2 heures. Réponse B. De rouler sans s'arrêter pour arriver plus vite. Réponse C. Une seule réponse est attendue. L'épreuve est terminée. Une correction de l'épreuve vous sera présentée. Alors, comme vous l'avez vu, effectivement, c'est pas très difficile, hein. Il y a quand même beaucoup de questions qui sont évidentes, même si on n'avait pas fait la leçon ensemble. Il y a des erreurs qui sont vraiment énormes et sur lesquelles c'est évident qu'on va pas cocher, hein, du style je vais pas sortir avec mon scooter alors que la roue avant est à plat.
Donc on verra en tout cas vos résultats demain, où je vous mettrai la correction et l'explication, et vous saurez si d'ores et déjà vous auriez été capable d'avoir la SSR 1. Voilà, maintenant je vous souhaite à tous une bonne soirée et on se retrouve la prochaine fois pour la correction. Allez, bonne soirée à tout le monde et bon week-end. Reposez-vous bien.